Bonjour, bienvenue dans ce 5e épisode de notre série Sélection naturelle et biologie intelligente. Et aujourd'hui, nous allons parler de Thomas Malthus, qui est un personnage très intéressant si on veut comprendre l'histoire de Darwin, enfin l'histoire de sa théorie. Parce que Darwin a été très influencé par des gens qui étaient avant lui et qui avaient étudié en partie les sujets que lui-même a fini par formuler dans l'origine des espèces. Et parmi ces personnes, on trouve Thomas Malthus, William Paley, dont nous avions parlé dans le premier épisode, et nous avions parlé dans le passé également de Charles Lyell, qui lui avait donné les millions d'années géologiques. Et Thomas Malthus est donc une figure très intéressante pour comprendre Darwin et comment Malthus a pu donner une clé décisive pour que Darwin puisse formuler sa théorie. Donc nous allons commencer avec un rappel de ces deux notions qu'on avait abordées dans le 4e épisode, de l'internalisme versus externalisme, l'externalisme darwinien versus l'internalisme créationniste aujourd'hui, on peut dire. Et on a Marta Linde Medina qui dit « Le terme internaliste fait référence à la nature du principe organisateur originel de la forme biologique. Dans le véritable externalisme, le principe organisateur originel est imposé de l'extérieur, peu importe la manière dont il peut ensuite s'inscrire dans l'organisme. Plus précisément, lorsqu'on affirme que la forme doit être expliquée en termes fonctionnels, le principe organisateur est externe. En internalisme, la forme biologique vient de l'intérieur, elle est guidée par des principes intégrés à l'organisme. En externalisme, la forme est imposée de l'extérieur, elle résulte de pression de l'environnement. Si on explique la forme par sa fonction, on adopte une cause externe. Le darwinisme est externalisme, l'environnement façonne. Le modèle CET est internaliste, l'organisme est conçu pour s'adapter par lui-même. Lisons une autre citation de Kitchener et Gerhardt, qui disent « Darwin considérait que l'environnement disait à l'organisme comment varier, et il proposait un mécanisme pour hériter de ces changements. L'organisme était comme de l'argile à modeler, et chaque petit grain pouvait se déplacer légèrement dans n'importe quelle direction pour produire une nouvelle forme. » Cette citation expose de manière frappante la vision darwinienne classique. L'organisme est passif comme de l'argile, l'environnement dicte les changements, informe la variation, oriente ce qui est possible. Il n'y a ni but ni direction interne, seulement des réponses modelées de l'extérieur. Kitchener et Gerhardt disent encore « Si un organisme avait besoin d'une aile, d'un pouce opposable, de jambes plus longues, de pieds palmés ou d'un placenta, chacune de ces structures finirait par émerger sous des conditions sélectives appropriées avec le temps. » Le modèle CET réfute précisément ce type de raisonnement. Il montre que les organismes sont conçus avec des capacités d'adaptation intégrées. Ils ne subissent pas passivement leur environnement, ils le détectent et y répondent activement. L'information nécessaire à l'ajustement est déjà présente dans leur design. Et on aura une vidéo, comme j'ai déjà dit, sur ce sujet-là, où on regardera de la littérature scientifique et on verra comment le modèle CET peut être testé et observé. Les deux citations montrent la pensée darwinienne poussée à l'extrême. L'environnement comme sculpteur tout-puissant, l'organisme comme argile sans volonté ni structure, et la forme biologique comme fruit de la nécessité aveugle. Stephen Jay Gould dit « Les externalistes identifiaient l'agent du changement non pas à l'intérieur des organismes eux-mêmes, mais dans un environnement externe fluctuant et soutenaient que l'évolution progressait lorsque des changements dans l'environnement physique établissaient des pressions sélectives en faveur de nouvelles adaptations. J'appellerais la croyance dans un contrôle externe environnementaliste et les théories affirmant une cause intrinsèque du changement internaliste. » William Dembski, sur la nature comme éleveur, dit « Ainsi, selon Darwin, la nature elle-même constitue l'éleveur suprême qui façonne le parcours de la vie. Plus précisément, la nécessité sous forme de la sélection naturelle et le hasard sous la forme des variations aléatoires sont censés rendre compte de toute la complexité et de toute la diversité biologique. » Dembski, théoricien du design intelligent, résume ici la vision darwinienne du monde naturel en utilisant une métaphore forte. La nature est vue comme un éleveur, comme un sélectionneur de bétail, et il utilise deux outils, le hasard qui produirait les mutations aléatoires et la nécessité de la sélection naturelle pour le filtrage adaptatif. Cette combinaison hasard plus sélection est pour Darwin et ses successeurs suffisante pour expliquer la diversité des formes de vie, leur complexité structurelle et fonctionnelle, et leur ajustement à l'environnement. Dembski critique ce cadre en montrant que la nature est personnifiée, presque divinisée, on lui prête un rôle actif intelligent alors qu'elle est censée être aveugle et sans intention.
Dembski rejoint ici une critique fondamentale, aussi portée par Guliusa, de l'ICR, dire que la nature agit comme un éleveur revient à attribuer un pouvoir créateur à un processus inconscient. Cela brouille la distinction entre créateur et création en faisant de l'environnement le moteur du vivant. Le modèle CET revient à cette perspective internaliste. Ce n'est pas la nature qui façonne les organismes, ce sont les organismes conçus intelligemment qui répondent à l'environnement grâce à des mécanismes internes prévus à cet effet. Darwin disait « J'ai appelé ce principe selon lequel chaque variation légère, si elle est utile, est conservée, du nom de sélection naturelle, afin de souligner son lien avec le pouvoir de sélection de l'homme, mais la sélection naturelle est une puissance constamment prête à agir et est infiniment supérieure aux faibles efforts de l'homme. » Darwin compare ici la sélection naturelle à l'élevage artificiel, la sélection humaine, mais il affirme que la nature, bien que sans intelligence, est une force plus puissante et plus constante, capable de produire des résultats plus vastes que ceux de l'homme. Il personnifie la nature comme une sorte d'éleveur suprême. Et c'est là où nous en venons à Malthus, car Darwin dit que c'est la doctrine de Malthus appliquée au règne animal et végétal. Comme bien plus d'individus naissent qu'il ne peut en survivre, nous verrons alors comment la sélection naturelle cause presque inévitablement l'extinction des formes de vie les moins améliorées. Darwin s'inspire ici directement de Malthus, qui avait expliqué que la population augmente plus vite que les ressources, ce qui engendre une lutte pour l'existence. Darwin applique cela à la nature. La sélection naturelle agit par élimination, tuant les formes moins adaptées. C'est l'idée d'un monde brutal, où la survie dépend de l'utilité et non de la dignité ou de la valeur. Darwin dit encore réfléchir au fait que ces formes si minutieusement construites ont toutes été produites par des lois agissant autour de nous, croissance, reproduction, hérédité, par l'action indirecte et directe des conditions extérieures de la vie et comme conséquence de la sélection naturelle, entraînant l'extinction des formes les moins améliorées. Ainsi, de la guerre de la nature, de la famine et de la mort résulte directement la production des formes animales supérieures. Il y a de la grandeur dans cette vision de la vie. Et on aura un épisode qui reviendra plus en détail sur les conséquences de cette vision-là, puisque si la guerre, et la famine et la mort sont ce qui a produit les formes animales supérieures, eh bien cela a donné l'idée à d'autres par la suite et qu'il fallait donc appliquer cette logique-là dans la réalité, avec notamment le concept de l'eugénisme qui était de supprimer malheureusement des gens qui étaient considérés comme inférieurs ou comme méritant l'extinction parce qu'ils avaient des maladies génétiques par exemple, ou des handicaps, parce que selon Darwin, il y avait de la grandeur dans cette vision mortifère de la vie, et cela est l'inverse de la vision biblique, et je vous renvoie au deuxième épisode où nous avions mentionné pourquoi la sélection naturelle était complètement opposée au modèle biblique et que les deux ne sont absolument pas compatibles ou réconciliables. Dans cette phrase finale, Darwin résume sa vision. Les formes complexes ne sont pas issues d'un plan intelligent bienveillant. Elles sont le résultat indirect de lois naturelles automatiques, de conditions extérieures, de sélection naturelle et d'extinction massive causée par lutte, famine et mort. Il y a ici une vision matérialiste complète de la vie, où le progrès vient de la souffrance et où le moteur est impersonnel, pas de créateur, seulement une loi de tri aveugle. Et on va voir à quel point Darwin a ici influencé les biologistes qui sont venus après lui et encore ceux d'aujourd'hui. Il les a induits en erreur parce que beaucoup d'entre eux, même avec des niveaux de formation très élevés, continuent en fait à répéter ces erreurs parce qu'en fait dans ce message-là de Darwin, il y a beaucoup d'erreurs. Par exemple, on a Guillaume Lecointre qui commence sa présentation au Jardin botanique de Nancy dans une vidéo disponible sur YouTube. Il dit « La matière change, nous changeons, pourquoi ça ne change pas alors que ça devrait changer? Pourquoi ça se maintient alors que ça change tout le temps ?» Guillaume Lecointre poursuit sa présentation en disant qu'on pourrait donner un nom différent à une personne quand elle a 15 ans, un autre nom quand elle a 35 ans, et ainsi de suite, parce que cette personne change. Et nous avons ici l'argument darwinien, couramment utilisé, mais il est faux. C'est précisément l'argument de Darwin. Il avait, comme Guillaume Lecointre, comparé la croissance humaine ou d'un animal avec l'évolution. Les deux sont pourtant des choses complètement différentes.
On a Guillaume Lecointre qui fait à peu près la même chose que Darwin, qui comparait en fait la variation des organismes qu'il observait. Il la comparait avec la croissance, la reproduction et l'hérédité, comme si en fait toutes ces formes avaient été produites par des lois agissant autour de nous. Mais en fait, quand on réfléchit bien, ces trois choses-là, la croissance, la reproduction et l'hérédité, ne sont pas produites par des lois agissant autour de nous, mais à l'intérieur de nous. D'où la perspective internaliste que je défends. Darwin parle des lois de la nature, il les voit comme des principes généraux régissant la vie, mais en disant qu'elles agissent autour de nous, il donne l'impression que la croissance, la reproduction et l'hérédité sont externes, ce qui est biologiquement inexact. Les processus ont lieu à l'intérieur de nous. Ces processus sont intrinsèques aux organismes vivants. Ils sont régulés par des mécanismes internes, l'ADN, la mitose, la méiose, les hormones, la régulation cellulaire, etc. Même leur interaction avec l'environnement, phénotype plastique, épigénétique, est interne dans son traitement. Dire que la croissance, la reproduction et l'hérédité sont causées par des lois autour de nous est scientifiquement incorrect. Ce sont des processus internes aux êtres vivants, gouvernés par des mécanismes biologiques. Darwin confond ici les lois générales de la nature avec les fonctions endogènes, ce qui montre une limite conceptuelle de son modèle. Malheureusement, de nombreux scientifiques modernes sont toujours captifs des erreurs de Darwin. La croissance est un phénomène biologique individuel. Elle concerne le développement d'un seul organisme, à partir d'un embryon jusqu'à l'âge adulte. L'évolution, en revanche, est théoriquement censée être un changement des fréquences alléliques dans une population au fil des générations. Elle ne s'applique pas à un individu unique, mais à des lignées successives. Assimiler les lois de l'évolution à la croissance revient donc à confondre l'ontogenèse, développement d'un individu, avec la phylogénèse, l'histoire évolutive d'une espèce, ce qui est une erreur de catégorie. Darwin parle de lois agissant autour de nous comme si les mécanismes du vivant étaient exogènes, imposés par l'environnement. En réalité, la croissance, la reproduction et l'hérédité sont des processus endogènes. Ils proviennent de programmes biologiques internes, encodés dans l'ADN et régulés par l'épigénétique et les réseaux cellulaires. Présenter ces lois comme extérieures revient à réifier l'environnement comme moteur de l'organisation interne, ce qui contredit les découvertes modernes sur l'auto-organisation, la régulation génétique ou la plasticité développementale. En somme, Darwin établit une analogie inadéquate entre la croissance individuelle et l'évolution des espèces et attribue à des lois extérieures des processus qui sont de fait internes et actifs dans les organismes. Cette confusion a contribué à une vision erronée encore répandue aujourd'hui, selon laquelle l'environnement façonnerait passivement les organismes sans prendre en compte leurs capacités propres d'adaptation et d'organisation. Guillaume Lecointre, via le site du Muséum de l'Histoire naturelle, dit encore « L'hérédité est le phénomène qui permet la transmission des caractères des parents à leur descendance. À ce stade, le hasard est encore à l'œuvre, il détermine comment, dans une immense loterie, quels traits seront passés à la génération suivante. Ces traits ont alors la propriété d'héritabilité. » Cette citation affirme que l'hérédité fonctionne comme une immense loterie dans laquelle le hasard déterminerait les traits transmis à la génération suivante. Cette image, si elle peut sembler pédagogique, est profondément trompeuse à plusieurs niveaux. Premièrement, l'hérédité ne dépend pas de lois agissant autour de nous, comme le supposait Darwin à son époque, mais de mécanismes internes extrêmement sophistiqués, comme la recombinaison génétique, la ségrégation chromosomique, l'épigénétique, la régulation transcriptionnelle, etc. Ce sont des lois biochimiques codées dans les cellules et non pas des forces externes. Deuxièmement, présenter la transmission génétique comme une immense loterie laisse entendre qu'il y a une infinité de combinaisons ou de nouveautés possibles, alors qu'en réalité la variabilité génétique est finie, elle est contrainte par le patrimoine génétique des deux parents, et la majorité des variations possibles restent dans des marges bien définies. Cela surestime le pouvoir du hasard dans le processus héréditaire. Même les mutations, souvent évoquées comme source de nouveautés, sont majoritairement délétères, neutres ou redondantes. Enfin, parler de traits héritables comme s'ils apparaissaient spontanément dans une loterie biologique masque une réalité bien plus précise. Ces traits sont encodés, régulés et transmis selon un système d'information hautement ordonné. Le concept même de loterie génétique dérive d'une métaphore floue
qui ne reflètent ni la précision ni les limites du système héréditaire. Guillaume Lecointre dit encore « La filiation explique la ressemblance entre espèces ». Dans la perspective évolutionniste, la ressemblance entre espèces, morphologique et génétique, est interprétée comme la preuve d'une ascendance commune. Les espèces actuelles sont censées descendre d'un ancêtre commun par un processus de divergence progressive sur de longues périodes. La filiation explique la ressemblance. Deux espèces similaires le sont parce qu'elles partagent un ancêtre commun récent. Dans la perspective créationniste, qui comprend un concepteur en commun, la ressemblance entre espèces est vue comme le résultat d'un design commun. Un créateur intelligent aurait utilisé des schémas fonctionnels similaires pour des organismes ayant des besoins ou environnements comparables. La ressemblance ne prouve pas une filiation, mais un architecte commun, tout comme différents modèles de voitures peuvent partager des pièces sans avoir une lignée évolutive. Dans la grande majorité des universités et institutions scientifiques occidentales, la seule explication autorisée pour l'origine est la diversité des formes de vie et l'évolution darwinienne ou néo-darwinienne, souvent enseignée comme un fait établi, plutôt qu'une interprétation parmi d'autres des observations biologiques. Cela donne l'illusion qu'il n'y a pas de débat ni de faiblesse dans le modèle darwinien. Cela exclut toute pensée alternative, comme le créationnisme, le design intelligent, la baraminologie ou autres. Cela n'est pas toujours pour des raisons scientifiques, mais souvent philosophiques ou idéologiques. Cela contredit le principe même de la science, qui devrait explorer toutes les hypothèses explicatives tant qu'elles sont cohérentes, testables ou falsifiables dans leur domaine. Cela contribue à une forme de dogmatisme scientifique, où certains concepts comme la sélection naturelle deviennent intouchables, même lorsqu'ils sont critiqués par des scientifiques eux-mêmes, y compris par des non-créationnistes comme Lynn Margulis, James Shapiro, Denis Noble, que nous lirons dans d'autres épisodes. La ressemblance entre espèces est présentée uniquement comme une preuve de filiation, un héritage évolutif, alors qu'une autre interprétation tout aussi rationnelle est que les organismes se ressemblent parce qu'un même créateur les a conçus avec des structures communes optimisées. Mais cette interprétation est écartée a priori, souvent non pour des raisons scientifiques mais métaphysiques, parce qu'on rejette toute cause surnaturelle par principe. Ce n'est pas la science qui rejette Dieu ou la création, c'est une philosophie naturaliste qui s'est imposée dans le domaine scientifique et qui filtre les données selon ce qu'elle veut voir ou croire. On entend rarement parler de Malthus lorsqu'il est question de Darwin, ni même du rôle central que joue l'extinction dans sa théorie. On évoque peu le fait que Darwin comparait la nature à un éleveur humain, ce qui constitue pourtant un pilier de sa vision. Mais posons une question simple, quand un animal grandit, est-ce l'environnement qui le force à grandir ? Bien sûr que non. Il est programmé pour cela. Il en va de même pour la reproduction et l'hérédité. Ces fonctions sont internes à l'organisme et pas imposées de l'extérieur. Nous n'avons pas reçu nos caractéristiques biologiques de l'univers, comme si elles nous avaient été soufflées par le vent. Et pourtant, dans les discours évolutionnistes, un tour de passe-passe subtil opère. On nous dit qu'un organisme produit une caractéristique interne, par exemple une mutation ou un trait favorable, que cette caractéristique résout un problème dans l'environnement, que cette solution est transmise par reproduction, et soudain on affirme que c'est la nature qui a sélectionné. Toute la mécanique décrite est interne, mais on finit par attribuer l'origine du changement à l'environnement externe. C'est une glissade conceptuelle qui passe inaperçue si on ne lit pas avec attention. Darwin a eu recours à Malthus pour une bonne raison. Il savait que l'analogie avec l'éleveur humain, bien qu'utile, était insuffisante. L'homme en tant qu'éleveur est inconscient, il fait des choix intentionnels. Mais la nature n'a ni volonté ni intelligence. Pour expliquer la trajectoire évolutive, du simple vers le complexe, Darwin devait introduire une force directionnelle, et c'est ce que lui offrait Malthus. Selon Malthus, chaque génération produit plus de descendants que la nature ne peut en nourrir, ce qui engendre une lutte pour la survie. Darwin a repris cette idée. Dans chaque espèce, les progénitures se concurrencent entre elles, non pas guépard contre gazelle, mais guépard contre guépard et gazelle contre gazelle. Cette compétition constante, génération après génération, provoquerait l'élimination des moins aptes et la préservation des mieux adaptés, ce qui créerait une trajectoire ascendante. Mais biologiquement, cette idée est contestable. On observe plutôt que les organismes s'adaptent activement aux conditions environnementales. Ils régulent par exemple leur taux de fertilité en fonction des ressources disponibles.
Chez certaines espèces d'oiseaux, le sexe des petits peut même varier en réponse à l'environnement. Les œufs d'alligator, par exemple, sont équipés de capteurs thermiques. Selon la température, ils produiront davantage de mâles ou de femelles. Des mammifères, comme les rongeurs, arrêtent de se reproduire en cas de stress environnemental. Ce sont des ajustements programmés, internes, déclenchés par l'environnement, mais non causés par lui. La reproduction n'est pas incontrôlée, mais finement régulée, programmée pour éviter le surpeuplement. Nous observons effectivement une gestion des populations dans la nature. Ce que Darwin imagine, inspiré de Malthus, est une compétition brutale entre individus, guépard contre guépard. Mais dans la réalité, les espèces coexistent souvent sans extinction massive. Il existe des coopérations, des régulations sociales et des systèmes d'évitement. L'environnement n'est pas toujours limité au point de déclencher des luttes mortelles. Malthus s'est trompé en supposant que la croissance démographique non régulée était une loi universelle de la biologie. Il ignorait l'existence de mécanismes intégrés d'autorégulation chez les êtres vivants. Pourtant, Darwin en a fait le socle de la sélection naturelle. En résumé, Darwin a utilisé Malthus pour donner à l'évolution un sens directionnel, un chemin du poisson au philosophe, sans recourir à un créateur. Mais pour cela, il a dû personnifier la nature comme un agent de tri, une sorte d'éleveur inconscient, capable de guider la vie sans pensée ni plan. Ce glissant conceptuel reste encore aujourd'hui au cœur de la vision darwinienne et mérite d'être interrogé. Edward Stuart Russell disait « Il est regrettable que Darwin ait introduit le terme sélection naturelle, car cela a entraîné beaucoup de confusion dans les esprits. L'action de l'homme dans la sélection artificielle n'est pas analogue à celle de la sélection naturelle, mais en est presque l'exact opposé, comme Volterek en 1931 l'a particulièrement souligné. La sélection humaine est intentionnelle et dirigée par un but. L'homme sait ce qu'il veut produire, comme une vache plus laitière ou un chien de chasse plus endurant. Il choisit activement les reproducteurs en fonction de critères précis. La sélection naturelle est inconsciente, sans but ni plan. Elle ne choisit pas. Elle l'élimine, selon des circonstances variables, sans direction, sans objectif évolutif à long terme. L'usage du mot sélection, dans les deux cas, suggère à tort une équivalence, comme si la nature faisait ce que fait l'homme mais sans cerveau, comme si un mécanisme aveugle pouvait produire de la complexité, comme le ferait un esprit ordonné. Michael Hodge dit « Personne ne serait spontanément ou par inadvertance amené à parler de la nature comme d'un domaine dans lequel on pourrait localiser quelque chose comme une sélection, et en effet nous trouvons peu d'auteurs avant Darwin ayant effectué cette transition. Même dans un modèle créationniste, la sélection artificielle faite par l'homme ne permet pas d'expliquer l'origine des espèces, car elle n'invente rien, elle opère sur des variations déjà présentes dans les créatures créées. L'homme ne fait que trier, accentuer ou combiner des traits déjà existants dans les baramines ou les genres créés. Même si Darwin commence son raisonnement en disant « l'homme sélectionne dont la nature pourrait le faire aussi », cela ne justifie en rien l'idée que cette sélection, humaine ou naturelle, puisse expliquer l'apparition de nouveaux types fondamentaux. Un éleveur peut produire une grande variété de chiens, du chihuahua au Saint-Bernard, mais il ne peut pas, par sélection, faire sortir un chien du genre canin. Dans une perspective biblique, Dieu a créé des types fondamentaux d'êtres vivants. Ces types ou ces baramines sont dotés d'une variabilité génétique riche. L'homme ou l'environnement peuvent sélectionner ce qui est déjà là, mais pas créer de nouveaux types ou ajouter de l'information génétique de complexité supérieure. Même la sélection artificielle ne fait que manipuler l'existant. Elle ne produit pas l'origine des espèces, elle modifie la forme sans toucher au fond. Et donc, dans une perspective créationniste, la sélection artificielle ne prouve rien quant à l'origine ou à l'apparition des grandes catégories biologiques. Elle illustre plutôt la flexibilité du design originel et pas la capacité du hasard et de la sélection à créer. La sélection artificielle fonctionne un peu comme un peintre qui mélange des couleurs sur une palette. Il peut produire une grande variété de nuances, de tons et de dégradés, mais il ne crée pas les couleurs primaires. Le rouge, le bleu et le jaune doivent déjà être là. Sans ces bases, aucune combinaison n'est possible. Mélanger des couleurs n'est pas créer la lumière, sélectionner des chiens n'est pas expliquer l'origine des canidés. Ce qui permet la sélection artificielle, c'est la variabilité déjà présente dans un design d'origine. La sélection naturelle, elle, n'existe pas. Elle ne peut même pas faire ce que fait la sélection artificielle limitée. William Dembski nous dit
Avant Darwin, la capacité de choisir était presque exclusivement attribuée à des intelligences conceptrices, c'est-à-dire à des agents conscients capables de réfléchir délibérément aux conséquences possibles de leur choix. Dembski souligne la confusion conceptuelle, employer le vocabulaire du choix pour un processus aveugle masque l'absence réelle d'intelligence derrière la sélection naturelle. Il rappelle qu'aucun auteur majeur avant Darwin n'avait localisé l'acte de choisir dans la nature elle-même, un thème que confirme l'historien Michael Hodge. La sélection naturelle, telle que l'a définie Darwin, est en réalité l'opposé de la sélection humaine, et ce pour une bonne raison. Chez Darwin, il ne s'agit pas d'un choix intentionnel, mais d'un processus d'essai-erreur aveugle, comparable à tirer une boule au hasard dans une loterie. A l'inverse, un éleveur humain sait ce qu'il veut obtenir et sélectionne activement les individus selon un objectif. Tout le principe de la sélection naturelle repose donc sur un processus non dirigé, ce qui est à l'opposé de la sélection artificielle, intentionnelle et guidée. Certaines personnes ont accusé Darwin de s'être inspiré, voire d'avoir plagié, des penseurs antérieurs comme Edward Blyth, qui avaient observé que l'environnement pouvait influencer la survie des individus. Mais cette idée était rudimentaire et non structurée. Avant Darwin, personne n'attribuait à la nature elle-même une capacité de sélection. Les savants n'adoptaient pas de lecture externaliste, ils n'appliquaient pas Malthus à la biologie, et ne supposaient pas que l'extinction était le moteur du progrès biologique. Dire que Darwin n'a fait que reprendre les idées d'autres personnes est donc erroné. C'est lui qui a synthétisé une théorie entièrement nouvelle fondée sur l'externalisme, la pression environnementale, les extinctions massives et la sélection sans volonté. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de Darwin et non de ses prédécesseurs. Fait intéressant, même des chercheurs évolutionnistes séculiers comme Michael Lynch ou Eugene Konin reconnaissent que la sélection naturelle dans sa forme classique ne fonctionne pas. Ils n'en concluent pas qu'un créateur est à l'œuvre, mais pensent que plus de données ou de recherches finiront par résoudre les impasses actuelles. En réalité, une portion croissante de la communauté scientifique évolutionniste rejette partiellement ou totalement le modèle néo-darwinien fondé sur la sélection naturelle. Ces chercheurs, souvent regroupés sous le label Third Way of Evolution, la troisième voie de l'évolution, tiennent régulièrement des conférences pour discuter d'alternatives. Comme ils remettent en question la sélection naturelle, ils sont fréquemment marginalisés ou harcelés par leurs pairs. Cela les pousse à avancer prudemment, même lorsqu'ils constatent que la majorité des découvertes récentes pointent vers des mécanismes internes d'adaptation. Confrontés à ces contradictions, ils plaident pour une extension de la théorie de l'évolution, mais sans pour autant admettre l'échec du paradigme actuel.